Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine spéciale Rwanda, le dossier du jour sera consacré au secteur agricole. Et au sommaire également de cette émission, nous parlerons bien évidemment du verdict suite au procès contre l'ancien président tchadien Hissène Habré. Rappelons qu'il a été condamné à la prison à vie, notamment pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et décès du chef du Front Polisario, Mohamed Abdelaziz. Quelles peuvent en être les conséquences sur le conflit autour du Sahara occidental? Nous tenterons d'y répondre avec nos invités et nos éditorialistes. Et notre invité justement est pédiatre. Il s'agit de François Routaï-Siré. Monsieur Routaï-Siré, bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir invité. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Ravi de repasser avec vous sur le plateau, Amira, et je dis bonne soirée à nos téléspectateurs, à nos téléspectatrices. Et Samuel Gambok. Samuel, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci Amira, ravi de vous retrouver. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Alors que les victimes et organisations de défense des droits de l'homme se réjouissent du verdict du procès à l'encontre de l'ancien président tchadien Hissène Habré, l'opposition nationale tchadienne est quant à elle particulièrement divisée. Si les uns se disent satisfaits de ce verdict, d'autres dénoncent ce qu'ils qualifient déjà d'un procès politique. C'est un reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. L'ancien président tchadien Hissène Habré a été condamné à la prison à perpétuité ce lundi 30 mai 2016 à Dakar au Sénégal. Au Tchad, où il a régné de 1982 à 1990, ce verdict est diversement apprécié. Pour certains Tchadiens, Hissène Habré mérite cette peine. Hissène Habré, quand il gérait le pays, nous tous on était avec lui. Moi j'étais personnellement son soldat. Hissène Habré a tué les grands cadres du pays. Donc aujourd'hui je préfère qu'on lui mette une cassette de ce qu'il avait, de ses œuvres, pour qu'il voit lui-même le monde qu'il a endeuillé, les cadres de pays qui les a tués. Et si je suis à la place de Sénabré, je n'allais même pas demander un recours. Nous, ici, avec les victimes qui étaient sur place, nous avons suivi le verdict. Aujourd'hui, c'est une justice du peuple tchadien. Comme on l'a toujours dit, plus jamais ça. Plus jamais ça, parce qu'aujourd'hui, le peuple tchadien, au moins, est fier. Et les victimes, les veuves, les orphelins, aujourd'hui, à travers la Cassido, ils ont dit au moins Dieu merci, le jugement a été rendu et que les gens sont très contents. Si pour certains la justice a été dite, d'autres à l'image de Dinamo Daram, le président du Parti socialiste sans frontières, ce procès est purement politique. Pour lui, Hissène Habré n'est pas le seul coupable des années sombres de son régime. Vous savez que le jugement de Hissène Habré est un jugement purement politique. Politique parce que les vrais complices, ceux qui ont même commis les vraies exactions au Tchad, aujourd'hui traînent. On les dit bonjour, bonsoir tous les jours. Et là, ça démontre à suffisance que, franchement, il reste beaucoup à toiletter. Au Tchad, les victimes de la répression sous le régime de l'ex-président tchadien Hissène Habré se disent satisfaits du verdict et comptent désormais tourner la page sombre de leur vie. Après la condamnation de notre bourreau par la justice, nous ferons enfin nos deuils, disent-elles. Des réactions partagées, c'est évident, au lendemain d'un procès. Jean-Marie, justement, comment avez-vous accueilli ce verdict? Indépendamment du cas personnel du président Habré, moi je me réjouis de ce verdict-là, tout simplement pourquoi? Parce qu'on fait avancer l'équité sociétale en Afrique. C'est-à-dire, on a vécu avec nos régimes depuis les indépendances qui sont dans l'impunité totale. Dès l'instant que vous avez un individu qui arrache la vie d'un autre individu, que ce ne soit qu'une seule personne, c'est très très grave de mon point de vue. Sur ce plateau, nous parlons souvent, si vous voulez, des plaintes des Africains par rapport à la Cour pénale internationale qui condamne les Africains. Que les Africains, c'est-à-dire avancent vers cette majorité-là pour montrer au monde entier que nous sommes majeurs pour pouvoir juger nos dirigeants qui ont commis des exactions. Quand ça tombe chez nous en Afrique, on a l'impression que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Je rappelle toujours sur ce plateau qu'il y a eu le procès du tribunal de Nuremberg à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. À partir de là, les Allemands ont été reconnus, si vous voulez, coupables d'un certain fait des exactions par rapport à l'ensemble de l'Europe. Donc à partir de là, nous nous plaignons toujours que
à l'heure actuelle, vous avez le cas du président Gbagbo qui est jugé à la CPI. Mais maintenant, tous les Africains se plaignent en nous disant que c'est un procès politique, mais dès l'instant que les Africains eux-mêmes mettent des institutions juridiques en place capables de juger leurs dirigeants des exactions qui ont été commises lors de leur exercice au pouvoir, ça me semble être tout à fait équitable par rapport à l'ensemble de la population. Être président de la République, c'est qu'une fonction. Cela ne veut pas dire pour autant que sa vie, la vie du président de la République est supérieure à la vie des autres individus, si on parle de citoyenneté. Oui, justement, Samuel, à l'heure où la CPI, la Cour pénale internationale, a été très critiquée par les pays africains, ce procès, c'était un peu comme un test pour le continent. Oui, c'était un test pour le continent, mais en même temps, il ne faut pas non plus exagérer. Pour revenir un peu très rapidement à la question que vous avez posée à Jean-Marie sur les avis sont toujours partagés. Il y a ceux qui sont dans le carré du président, qui ont bénéficié du fait qu'il soit président, qui ont pu avoir accès à la mobilité sociale, qui doivent protéger forcément et trouver que c'était injuste le jugement qui a été rendu. De l'autre côté, il y a ceux qui vivent dans la précarité, ceux qui vivent dans la promiscuité sociale, qui ressentent de plein fouet les égarements, les dysfonctionnements orchestrés par le chef de l'État. Donc à ce niveau, les avis sont toujours partagés, que ce soit au Tchad ou ailleurs. Maintenant, pour revenir sur la justice pénale internationale, bien évidemment, il faut saluer la décision qui a été prise. C'est un test, bien évidemment, mais en même temps, il faudra voir les années qui vont venir, comment les choses vont se structurer, comment les choses vont s'articuler. Il y a tout de même une dynamique qui est enclenchée, celle de la prise de conscience des populations. Il y a une forte conscientisation des populations. Il y a une prise en main désormais de la chose politique par les sociétés civiles de nature politique. Et donc, face à cette conscientisation des populations, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un peu plus de pression sociale sur le gouvernement et de pression sociale pour la revendication de la justice. Et à ce niveau, je pense que les États n'auront pas la possibilité, notamment ceux qui dirigent, n'auront pas suffisamment de possibilités ou de marge de manœuvre pour contourner cette pression. Jean-Marie, première victoire pour les victimes. La deuxième, ce sera au moment où les juges fixeront le montant des indemnisations. C'est ça, les indemnisations, si vous voulez, bon, pour moi, Amira, ça n'a pas d'effet. Quand vous avez perdu un individu, quand on vous donne tous les milliards du monde entier, ça ne fera jamais revenir de l'individu que vous avez perdu. Donc à partir de là, les indemnisations, si vous voulez, c'est accessoire pour moi. Le fait qu'on ait posé une décision de justice qui fixe, c'est-à-dire les modalités de jugement d'un tribunal en fonction des preuves qui sont présentées quand il s'agit d'un génocide. Moi, je ne sais pas, soit nous restons uniquement sur la dimension juridique, on se dit que bon, le droit, il faut instruire les dossiers pendant des années, ce qui a été le cas du président Habré. Que les gens se lèvent aujourd'hui, disent que le procès a été bâclé, je ne sais pas, à moins qu'on dise que les Africains sont tous incompétents, qui sont capables de pouvoir juger de ce genre de cas-là. Mais dans ces conditions-là, que nous ne nous étonnons pas qu'on se retrouve avec des cas comme celui de la CPI dont on parlait tout à l'heure, les Africains sont tout à fait aptes de juger leurs problèmes qui se posent dans les sociétés africaines. Donc à partir de là, je pense que c'est un verdict qui est tout à fait logique. Et Mohamed Abdelaziz est décédé ce mardi à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie. C'est alors qu'il est étudiant qu'il découvre l'engagement des militants nationalistes sahraouis en 1976. Il prend donc la tête du Front Polisario et en 1982, il est élu président de la République arabe sahraoui démocratique. Il aura lutter jusqu'à la fin pour l'indépendance du Sahara occidental en vain. Écoutez à ce propos l'analyse de Kader Abderrahim, chercheur à l'IRIS. Il était un des membres fondateurs du Front Polisario en 1972. Il a été un des acteurs majeurs de la structuration du combat du Polisario, du rapprochement avec l'Algérie. Et il aura maintenu tout au long de ses 40 ans de règne quasiment une proximité à la fois avec l'Algérie et en même temps une volonté de toujours maintenir plus ou moins cette question du Sahara au devant de l'actualité internationale, puisque régulièrement les Nations Unies en débattaient et que très régulièrement la MINURSO, la mission des Nations Unies au Sahara occidental, était renouvelée, reconduite. Donc, même si c'est un conflit aujourd'hui de très basse intensité, c'est un conflit uniquement diplomatique, surtout entre l'Algérie et le Maroc. Mohamed Abdelaziz aura eu cette habileté
à toujours maintenir un peu sur les radars ce dossier qui aujourd'hui est un conflit totalement oublié. Et puis il aura su gérer aussi une transition internationale compliquée entre la fin de la guerre froide et le passage dans un monde multipolaire avant de revenir à une domination des relations internationales par les États-Unis. Samuel, chef du Front Polisario pendant 40 ans, président de la RASD. On peut noter au cours de son mandat de nombreuses choses, dont notamment la conclusion d'un cessez-le-feu en 1991 et puis acte très notifiant, l'entrée de la RASD justement au sein de l'Union africaine. Oui, ce sont des victoires diplomatiques qu'il a pu enregistrer. C'est un combattant de première heure. Il a quand même eu une longue expérience en tant que contestataire ou en tant que militant revendiquant l'indépendance de sa région, si on peut appeler pays du point de vue de l'Union africaine. Mais comme mon collègue Kader l'a dit, je pense qu'il a parfaitement raison. C'est un conflit qui reste diplomatique et tant que la situation, les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc ne se seront pas normalisées, il sera difficile d'entrevoir ou d'envisager un processus de paix solide au niveau de la sous-région. Et il faut dire que le Front Polisario joue un rôle déterminant dans le processus d'intégration régionale, notamment dans la région maghrébine, parce que c'est un frein important, un frein structurel d'ailleurs, dans le processus d'intégration, dans la mesure où on voit difficilement le Maroc et l'Algérie s'asseoir pour envisager le financement des projets intégrateurs, même si cela s'opère déjà au niveau économique, au niveau des échanges économiques et commerciaux. Mais sur le plan politique, ça reste un problème important et cela se vérifie d'ailleurs au niveau des processus d'intégration politique ou économique sur le continent. La région maghrébine reste celle qui expérimente, qui connaît beaucoup plus de lenteur et beaucoup plus de défis en termes d'intégration. Et je pense que si finalement il y a normalisation des relations entre l'Algérie et le Maroc, comme Kader l'a précisé, je pense que ce sera une très bonne chose pour la région. Jean-Marie, vous êtes pessimiste, à l'instar de Samuel. Est-ce qu'on peut espérer une issue sur du court terme? Je ne pense pas, Amira, parce que vous avez la position marocaine qui est une position énergique et figée. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand nous parlons du Conseil au flux du Polisario, nous oublions une chose, que vous avez un traité qui date des années 30. Fixant, si vous voulez, le statut du Polisario. Donc, du Polisario. Donc, à partir de là, s'il n'y a pas une entente, parce que il ne faut pas se voiler la face. Vous avez d'un côté l'Algérie, c'est-à-dire qui pousse quelque part le Polisario, et vous avez de l'autre côté le Maroc qui est complètement contre. L'Algérie a accepté l'indépendance, si vous voulez, du Polisario en tant que tel, mais le Maroc en est contre tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une scission, c'est-à-dire de son territoire. Donc à partir de là, je ne pense pas que la mort d'un individu ne va pas pour autant arrêter les revendications du peuple que vous avez derrière. Donc pour autant, si on peut souhaiter une chose, c'est que, comme Samuel vient de le dire, que l'Algérie et le Maroc se mettent, comment dirais-je, d'accord, c'est pas évident, pour qu'on puisse fixer un statut, c'est-à-dire un statut à long terme sur la position du Polisario, soit on le reconnaît comme État, chose qui est faite par l'Algérie, ou il n'est pas reconnu comme État, chose qui est faite par le Maroc. Donc c'est une problématique qui doit être résolue. Et par tous les pays de l'Union africaine. Par tous les pays de l'Union africaine, sauf que si vous voulez, dès l'instant que vous coupez une partie du territoire d'un État, moi je comprends quelque part là la réaction, si vous voulez, du Maroc. Vous coupez une partie du territoire du Maroc, bon, l'Union africaine reconnaît, si vous voulez, le Polisario en tant que tel, et les Marocains se disent que c'est une partie de notre territoire que nous ne voulons pas laisser aller. Tout le temps, nous avons sur ce plateau, c'est-à-dire critiqué les positions, nous avons vécu, si vous voulez, la Somalie, nous avons vécu le Soudan, nous avons vécu l'Éthiopie avec l'Érythrée. Mais ça mène l'Afrique où, si vous voulez, toutes ces revendications-là? Ces revendications-là sont-elles uniquement politiques ou ce sont des revendications qui sont fondées, si vous voulez, naturellement fondées en tant que telles? Et c'est la question à laquelle, sur le plateau d'Africa 24, nous ne pouvons pas trouver de solution en tant que telle là-dessus. Justement, il y a un référendum d'autodétermination qui a été mis en place. C'est pas le premier référendum. Oui, par l'ONU, mais qui n'arrive pas à aboutir, justement. Voilà, c'est pas le premier référendum. Donc ça veut dire que diplomatiquement, comme le disait tout à l'heure Samuel, vous avez le Maroc qui bloque ce référendum?
ça va de soi, comme je viens de vous dire, Amira. Le Maroc ne peut pas accepter, si vous voulez, que vous ayez une partie de son territoire qui soit abandonnée aux sécessionnistes en tant que tel, même si l'Union africaine l'a reconnu en tant qu'État. Et par rapport au droit international, on se dit aujourd'hui que le Polisario est à même de pouvoir avoir certaines exigences vis-à-vis du Maroc, sauf que si le Maroc ne veut pas avancer, vous pouvez émettre, c'est-à-dire toute la volonté que vous voulez là-dedans. Si vous n'avez pas de volonté politique derrière, comme on le dit souvent sur ce plateau, c'est-à-dire ce problème ne sera jamais résolu en tant que tel. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.